Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Philippe Losveld, je suis l'administrateur délégué de Build Europe et je voudrais commencer par remercier Pôle Habitat FFB pour m'avoir invité et prendre la parole aujourd'hui lors du congrès d'aujourd'hui. Donc, Build Europe, c'est quoi? En fait, c'est une fédération européenne qui est composée des membres, en fait, qui ne sont pas les promoteurs et constructeurs même, mais ce sont des fédérations nationales, comme Pôle Habitat FFB. Donc, on a aussi le Pôle Habitat FFB allemand, polonais, portugais, espagnol, enfin, presque de tout pays de l'Europe est représenté au sein de Build Europe, qui s'appelait auparavant l'Union européenne des promoteurs et constructeurs, UEPC, depuis 1958 déjà, donc lors de l'Expo mondiale à Bruxelles. Donc, il y a une grande expertise là-bas, mais il y a 5 ans, on a modifié notre nom et maintenant on s'appelle Build Europe. On a aussi les congrès, mais ce sont les congrès européens. Alors, on a été à Lisbonne juste avant les élections européennes et maintenant, le 17 octobre, on aura notre congrès à Prague. Voilà, on a aussi un président, c'est un développeur allemand, M. Ibel, et notre siège est à Bruxelles, à côté des institutions européennes. Je vais regarder ici les slides. Voilà. Voilà, donc ici, vous avez un compte rendu, donc ce que nous représentons en Europe. Et voilà. Comme je l'ai dit, on regroupe les fédérations nationales de promoteurs, aménageurs et aussi constructeurs de logements dans l'Union européenne. Et je suis fier que Pôle Habitat FFB est membre de notre fédération depuis quelques années maintenant. Alors, le défi européen du logement, c'est quoi? En fait, ce qu'on a vu lors de nos congrès européens, c'est que dans tous les pays, on a les mêmes problèmes. C'est que les coûts du logement augmentent plus vite que les salaires. Et aggravant ainsi les inégalités sociales, ce qui invoque aussi la conclusion que l'accès au logement devient de plus en plus difficile. Enfin, voilà, ce n'est pas une nouvelle, mais on a donc tous ensemble en Europe vu que ça c'était quelque chose, un défi. Et donc, c'est quoi le contexte de la crise? Donc, il y a différentes causes, on le sait déjà. Il y a la hausse des coûts de construction partout en Europe, la rareté des terrains, la fiscalité élevée, mais aussi les taux d'intérêt croissants, et je vais y parvenir un peu plus loin, l'augmentation de la population, évidemment, on s'accroît, on ne décroît pas, la concentration dans les villes, certainement aussi en France, mais aussi en d'autres pays européens, et aussi la migration accrue, l'insuffisance de l'offre de logement. En fait, ce sont tous des causes de la crise de logement qu'on connaît en fait, dans différents pays en Europe, de Malte jusqu'à en fait, la Pologne. Voilà, aussi on a rédigé un manifeste pour les élections qui ont eu lieu en juin de cette année, 2024. Et donc, notre manifeste, en fait, s'est concentré c'est axé sur cette proposition-là, en fait, aider les ménages, parce que là, en fait, c'est vraiment nécessaire, en particulier les primo-accidents, acquérir un logement durable, mobiliser les ressources publiques et privées pour faciliter la croissance de l'offre de logements abordables, aussi rendre les villes moyennes plus attrayantes, construire de nouvelles villes intelligentes et vertes, ça aussi c'est un challenge, mais en fait on l'a mis aussi dans notre bucket list, et aussi l'appel aux États membres pour qu'ils accélèrent les projets et réduisent les formalités administratives. Il s'agit ici des permis de construire dans tous les pays. C'est difficile, pas seulement à obtenir des permis aussi, parce qu'il y a des recours, beaucoup de recours en annulation contre ces permis et ces procédures durent trop longtemps. Alors, créer un observatoire européen et introduire des contrôles d'abordabilité pour en fait mieux être prévisible ce qui se passe en Europe. Si on prend des réglementations, il faut mieux regarder quel effet aura ces réglementations sur l'abordabilité du logement. Et finalement, désigner un commissaire européen chargé. Enfin, on voulait avoir l'aménagement du territoire et la construction. On a demandé depuis 5 années cela, mais maintenant on a en fait, je vais regarder,
Ce n'est pas repris. Enfin, OK. Maintenant, on a reçu de la part de la Commission européenne, von der Leyen, un commissaire qui s'appelle Dan Jurgensen, c'est un Danois, et qui est le premier commissaire en Europe qui est compétent pour le logement. Tandis que l'Europe n'est pas compétente formellement pour le logement, mais on l'a nommé commissaire logement et aussi de l'énergie. Donc, il est commissaire de logement et de l'énergie. Il doit encore faire un examen au Parlement européen, ce sera en octobre, et s'il passe, il sera en fait le premier commissaire compétent pour le logement. Et voilà, on ne sait pas quels seront ses budgets, mais évidemment, on a des contacts, on contacte avec lui, et on sait aussi qu'au sein de la Banque d'investissement européen, il y a une task force sur le logement, et nous sommes représentés là. Il y a eu une réunion mardi passé, donc on était invités pour assister et participer à ce groupe de travail, ce task force du logement. En fait, ce que nous devons, enfin, nous disons toujours, c'est qu'il faut regarder aux bonnes pratiques. Pas des fausses bonnes pratiques ou des fausses bonnes idées, mais vraiment de bonnes pratiques. Et pour faire cela, il faut regarder comment ça se passe dans les différents pays de l'Europe. Ce qu'on a demandé à nos membres, c'est de dire, dans votre pays, c'est quoi qui a marché et ce qui ne marche pas. Et dites-le nous. Et on va utiliser cela quand on parle au niveau européen, mais aussi, vous pouvez utiliser les bonnes pratiques d'autres pays dans votre pays pour dire, voilà, ça marche là-bas, peut-être, ça pourrait marcher ici, mais il faut savoir qu'il y a les différences, culture et tout ça, et réglementation. Donc, ce n'est pas, enfin, on ne peut pas dire qu'on peut copier un système à un autre système ou un autre pays, mais on peut de toute façon regarder et espérer qu'il y a des avantages, des plus-values. Voilà. Je vais parler de trois choses. Les meilleures pratiques du côté de la demande, la réforme de la TVA et les ZAN. En fait, en ce qui concerne la solution du côté de la demande, en 2020, on a réalisé une analyse et on a dit, voilà, est-ce qu'il y a vraiment des pratiques, des bonnes pratiques pour aider les ménages et aussi les gens avec des faibles revenus pour accéder au logement. Donc, les primo-accédeurs, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que les pays, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, on a fait un rapport en 2020. Il y a différentes pratiques. Je vais seulement dire que pour la France, on a retenu le prêt à taux zéro. En Roumanie, un foyer, une maison. Ça, c'est un petit peu... Enfin, ce n'est pas la même chose, mais en fait, c'est une garantie de l'État pour 50% du prêt hypothécaire. Donc, parce que l'État garantit 50% du prêt hypothécaire, il y a des seuils, mais ça veut dire que les familles peuvent accéder plus vite parce que les banques sont plus, ils sont plus à l'aise et les taux d'intérêt aussi baissent un tout petit peu quand même. En Angleterre, il y a les propriétés partagées, shared ownership, ça veut dire qu'on ne doit pas payer, enfin, on ne peut pas être propriétaire de 100% directement, on peut être propriétaire de 25 jusqu'à 75%, et le reste est détenu, de la propriété est détenue par un organisme public, semi-public, et on loue à cet organisme, et au fur et à mesure, on pourrait devenir propriétaire à 100% si les revenus le permettent. Donc ça, c'est un système qui marche en Angleterre. En Belgique, on a eu le bonus logement, mais ça a été abrogé il y a quelques années, après 2020. Mais ici, en fait, ce n'est pas un prêt à taux zéro, mais en fait, il y a des intérêts, il y a des mensualités à payer, mais on pouvait déduire avec un seuil les coûts, les mensualités de l'impôt des personnes physiques. C'était en fait très coûteux pour l'État belge, ils l'ont abrogé. Mais on a voulu quand même le mettre dedans parce que pour la Fédération belge, c'était une bonne pratique, parce que ça stimulait le logement. En fait, le gouvernement belge a dit que ça, en fait, aussi incite ou ça stimule aussi l'augmentation des prix. Et c'est pour ça qu'ils ont abrogé. De toute façon, ils l'ont abrogé parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Et en Allemagne, on fait différent. On dit, voilà, on regarde seulement surtout les familles avec des enfants. Et on dit, voilà, vous avez droit à 12 000 € par an sur 10 ans par enfant. Et donc, ça veut dire que si vous avez 2 enfants, ça veut dire que vous obtenez
24 000 € en 10 ans. Ça veut dire 2 400 € par mois pour vous aider pour repayer les mensualités hypothécaires. Ça s'appelle Baukindergeld. Donc, c'est une mesure qui est un petit peu spécifique et rare en Allemagne, qu'on voudrait quand même vous montrer. Alors, en Norvège, vous avez Obos Bostart. C'est quoi ça? En fait, c'est une sorte de coopérative norvégienne. Il y a plus de 500 000 adhérents. Et si vous êtes membre, enfin, on peut devenir membre, il faut payer une toute petite contribution, on va vous donner 10 à 15% de subside sur le prix, donc sur le prix d'achat. Donc si en fait c'est 300 000 €, vous receviez 30 000 € en déduction du prix, donc vous ne devez payer que 70 000 € pour cette maison-là, mais il y a une condition, et ça c'est important, c'est que si vous voulez revendre votre maison, il y a une clause de rachat. Donc, ils peuvent, au boss, la coopérative peut dire « Ah, mais je vais racheter, mais au prix initial ». Donc, ça a des avantages et des désavantages. L'avantage, c'est que les prix ont baissé, alors vous avez droit à cela. OK. Donc, le TVA. Donc, le TVA aussi, c'est important parce que tout le monde sait que TVA a un important impact sur les prix. Et donc, Build Europe a fait des démarches auprès de la Commission européenne il y a 5 ans déjà pour modifier un petit peu le système TVA parce qu'auparavant, une réduction de TVA était seulement possible pour le logement social dans le sens strict. Et nous avons dit, ben non, il faut le faire dans le cadre d'une politique sociale. Ils nous ont suivis. Ils ont modifié la directive en 2022 et à partir de 2022, on voit qu'il y a beaucoup des États membres qui ont utilisé cette approche-là pour en fait diminuer les taux TVA. En fait, en Chypre, maintenant, très récemment, on vient je pense, c'est de 19% à 5%. Au Luxembourg, on est déjà à un taux très réduit de 3% au lieu de 17%. Mais il y a beaucoup de conditions. Les pays où il n'y a pas beaucoup de conditions, seulement des conditions de mètres carrés, c'est la Pologne et la République tchèque. En Pologne, moins de 300 mètres carrés pour un logement, on paie 8% au lieu de 23% de TVA. Et en République tchèque, c'est pour une maison de 320 mètres carrés, moins de 320 mètres carrés, et un appartement de moins de 120 mètres carrés, c'est un TVA de, je pense, 5% au lieu de 19%. Donc, il y a différents systèmes actuellement dans l'Europe qui sont introduits. Et pour Build Europe, c'est important de dire au gouvernement, mais aussi à la Commission européenne, voilà, c'est ce qui existe dans différents pays. Et ça vient de nos membres qui disent que ça, c'est une bonne pratique. Et donc, on voudrait continuer à faire cela avec le nouveau commissaire, donc M. Dan Jurgensen de Danemark. OK, donc finalement, les ZAN, un petit peu désolé parce qu'on ne voit rien dans les missions que Ursula von der Leyen a données à Dan Jurgensen sur les ZAN. Et quand même, les ZAN pour la France, c'est très important parce que, en fait, c'est une sorte de politique qui n'est pas, en fait, en Europe, ce n'est pas dans une directive, ce n'est pas dans un règlement, c'est une sorte de politique, donc soft law. Et la France a dit, mais moi, je vais l'intégrer dans une loi. Et la France est la seule en Europe qui a intégré la politique ZAN dans une loi. Dans beaucoup de pays, c'est seulement une sorte de politique, oui, c'est stratégique, mais cela ne percole pas au niveau des permis. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de refus sur base des ZAN. Tandis qu'il faut savoir, en Belgique, il y a une grande discussion maintenant sur le stop au béton et tout ça. Ça aussi, le problème, en fait, est est-ce qu'on doit... voilà, donc le soutien pour une politique de développement durable. Donc, pour nous, pour le Build Europe, c'est vraiment important de dire, voilà, il y a un problème. Si vous introduisez des politiques ZAN, il y a un problème avec l'abordabilité. Il faut le traiter ensemble. Il faut regarder, est-ce que ça aura un impact sur l'abordabilité du logement? Certainement, c'est un impact négatif. Donc, il faut tenir compte de ça. Et il faut savoir qu'il faut éviter la hausse des prix du logement.
Voilà, donc ici vous pouvez lire qu'on a en fait déjà écrit un document, un rapport Zero Artificialisation Net du concept à la réalité avec différentes mesures pour guider différents membres et aussi la Commission Europe. Et on a été contacté par l'ORAT, c'est l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen, en fait en anglais ESPON, European Spatial Observatory Network, qui font maintenant un avis, cet avis est presque prêt, pour la nouvelle Commission et les institutions européennes et aussi les pays membres. Qu'est-ce qu'on va faire avec les ZAN? Qu'est-ce que sont les aspects négatifs? Ils sont référés à notre document, à notre rapport, et je vous invite à le lire sur notre site web. Donc, pour moi, trois choses importantes. C'est quoi ça, l'artificialisation, excusez-moi, à l'échelle de l'Union européenne? Donc, c'est une définition qui est en fait pas claire à l'heure actuellement. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui est des parcs et des jardins? Parce qu'on dit dans la loi européenne conservation de la nature, il faut stimuler les parcs publics verts. Et donc, mais d'autre part, dans le projet de directive sur la surveillance des terres, on dit qu'il faut atténuer, il y a des principes d'atténuation pour l'artificialisation, et donc il faut éviter tout cela. Donc on se contredit au niveau européen, et on voudrait savoir, il faut avoir des définitions claires. Il faut aussi une compensation équitable pour les terrains reclassés, parce que si les plans d'aménagement vous disent qu'on peut y construire, mais qu'on vous dit, mais de toute façon, on va vous refuser votre permis parce que le bon aménagement futur nous dit que, ah oui, voilà, c'est le principe du ZAN. Qu'est-ce qu'on fait? S'il n'y a pas de compensation équitable, ce n'est pas correct. Et enfin, il faut évidemment aussi surveiller et voir que les besoins en logement au niveau local soient implémentés dans les politiques ZAN de manière stratégique. Voilà. Merci. Finalement, peut-être encore une petite publicité. On a fait une bande dessinée, ça s'appelle « Logement abordable, un défi politique », et on essaie d'expliquer pourquoi les prix de logement ont en fait accru si vite. Et on compare avec les prix des carottes bio, les prix du pain boulanger, les prix de l'essence et tout ça. Et c'est vraiment une explication très claire, très facile à comprendre pourquoi est-ce que le logement est devenu inabordable et les solutions sont là-dessus. Un grand merci.